Merci beaucoup, Amélie. J'espère que vous m'entendez bien. C'est une émotion particulière pour moi de parler de Barthes, qui est quelqu'un qui a eu un rôle déterminant dans ma formation. Quand je le lisais avant de le rencontrer, pendant la période où j'ai participé à son séminaire restreint de l'École des hautes études, quand j'ai pu aller l'entendre au Collège de France, quand je développais le diplôme de l'École des hautes études sous sa direction, mais aussi depuis sa mort, quand je le relisais, quand je découvrais de nouveaux éléments et que chaque fois je me sentais aussi en phase avec lui que lorsque j'avais 18 ans. Mais j'ai finalement très peu eu l'occasion d'écrire sur Roland Barthes ou de parler de lui, mais arrivé d'évoquer quelques souvenirs personnels, mais ici c'est tout à fait autre chose. Il s'agit d'une traversée de quelques étapes de l'œuvre, d'une relecture que je suis en train de faire, lecture et relecture, puisqu'il y a les livres que j'avais lus et des textes non repris en volume que je découvre ou redécouvre pour la plupart, pour essayer d'approcher avec vous 6 moments ou 6 phases ou 6 thèmes de cette pensée. Nous sommes au mardi de la philo, mais le mot « pensée » me semble plus juste pour parler de Barthes que celui de philosophie. Barthes est un penseur. C'est une catégorie assez représentée en langue française, finalement, plus rare dans d'autres langues. C'est une catégorie où l'on pourrait retrouver des gens comme Montaigne, comme Diderot ou comme Paul Valéry, qui m'est cher. Ce sont les cas d'une œuvre qui ne se développe pas systématiquement, qui ne cherche pas à proposer un système, qui ne se définit même pas comme philosophie, car Barthes aurait été bien surpris qu'on puisse penser à lui comme à un philosophe. La pensée, chez les auteurs que je viens de citer, et chez lui particulièrement, est inséparable d'un mouvement spécifique qui est celui de l'écriture. Penser et écrire sont un seul et même geste, ce pourquoi je citerai abondamment Barthes, particulièrement cette fois-ci autour des mythologies et de l'idée de décaper le regard, car résumer Barthes, c'est d'une certaine façon le trahir, c'est aussi dans sa langue, dans ses métaphores, dans ses détails, dans ses parenthèses, que Barthes nous donne à penser, et c'est aussi en tant que maître écrivain une chose qui se perd un peu aujourd'hui dans le monde de l'essai qu'il peut nous être utile. Barthes, si présent aujourd'hui, Barthes, analysé tant d'années après sa mort, en mars 1980, je me souviens, j'étais à quelques centaines de mètres d'ici, galerie Portier, dans la petite librairie Macondo, lorsque j'ai appris sa mort. Barthes n'aurait jamais imaginé la place qu'il occupe aujourd'hui. Je vous lis ces quelques lignes de 1970, une interview. Quant à la postérité, que dire? C'est un mot mort pour moi, ce qui n'est que lui rendre la monnaie de sa pièce, puisqu'il n'établit sa validité que sur ma propre mort. J'estime avoir vécu jusqu'ici très bien, avec une petite portion de mon époque et de mon pays. Je m'épuise entièrement dans cette simultanéité, dans cette circonstance. Je ne suis qu'un contemporain particulier, ce qui veut dire voué de mon vivant à l'exclusion d'un grand nombre de langages et voué ensuite à la mort absolue. De manière plus personnelle, plus directe, je me souviens que Barthes, qui n'était pas âgé quand il est mort suite à un accident, mais qui y pensait quelquefois, car il était de santé plutôt fragile, il gardait quelque chose de frêle, je vous dirai pourquoi, il espérait qu'après sa disparition, ses livres continueraient à se vendre au moins un peu pendant 10 ou 15 ans pour aider son demi-frère qui n'avait pas de vrai métier. Voilà l'ambition du posthume qui était celle de Barthes. Or, ce que nous avons vu, c'est, après un minuscule purgatoire, un intérêt jamais démenti, des rééditions très nombreuses, l'exhumation plus ou moins réussie d'inédits divers, la réalisation par Éric Marty des œuvres complètes
d'abord en 3 gros volumes, puis en 5 volumes de format plus accessible, auquel je me réfère dans cette relecture, car c'est la seule façon d'avoir aujourd'hui une vraie appréhension de l'œuvre de Barthes, puis l'édition de ses cours sous forme de notes, puis sous forme plus rédigée. Bref, une œuvre qui a doublé ou triplé de volumes, des traductions qui se sont multipliées, un centenaire de sa naissance en 2015, qui a donné lieu à de nombreux colloques, à la parution d'une biographie, à la parution de lettres, un centenaire qui a été célébré à peu près à la même hauteur que des gens dont il ne s'estimait pas du tout le contemporain au niveau de la reconnaissance littéraire, des gens comme Albert Camus ou Marguerite Duras, dont les centenaires avaient été tout aussi frappants. Et j'ai la chance de voyager assez souvent, et je suis frappé pratiquement où que j'aille, en Amérique latine ou au Japon par exemple, de voir la présence de Barthes beaucoup plus forte que celle de beaucoup des écrivains qui le considéraient comme un simple critique de son vivant. C'est une autre chose qui l'aurait surpris s'il avait pu écrire un jour une mythologie posthume de Roland Barthes, texte que chacun de nous rêve d'écrire, mais qu'il faut bien écrire pour les autres, puisqu'ils ne peuvent l'écrire eux-mêmes. Donc, nous allons évoquer ce que son œuvre a encore à nous dire aujourd'hui, sans l'arracher à cette historicité qu'évoquait Barthes. Je m'épuise entièrement dans cette simultanéité, dans cette circonstance, chose qui pourrait sembler particulièrement vraie pour le livre Mythologie. Il y aura donc 6 thématiques assez diverses qui ne couvrent en rien l'œuvre. On pourrait en ajouter 6 ou 7 autres et on aurait encore d'autres choses à dire sur Barthes. Mais voilà, j'ai choisi au moment où Amélie Outremont m'a fait cette proposition, j'ai choisi assez vite 6 thèmes qui me venaient et on pourra peut-être aller au-delà un jour. Quelques éléments de situation et de mise en perspective avant d'entrer dans le contenu de la première conférence, et vous comprendrez très vite pourquoi il me semble nécessaire de situer le Barthes d'avant les mythologies, le premier coup d'éclat, même si ce n'est pas le premier livre, le moment de sa grande notoriété, car ce livre, relativement tardif, comme toute sa carrière, est aussi éclairé par ce qu'a été la trajectoire de Barthes. Je m'arrêterai dans cette évocation biographique au moment des mythologies, et sans doute, dans les conférences suivantes, donnerai-je quelques éléments de raccord pour les années suivantes, mais finalement, l'essentiel, c'est peut-être ces années d'enfance, de jeunesse et de formation. Barthes naît en 1915, par hasard, à Cherbourg, son père est officier de marine, et ils sont là pour un peu de temps dans ce grand port. C'est la Première Guerre mondiale, et 1916, alors que Barthes n'a pas 1 an, le père meurt au combat. Sa mère est donc une toute jeune veuve de guerre. Un lien extrêmement fort va se tisser dès la petite enfance entre cet enfant qui restera longtemps unique et la mère, seule, isolée, même isolée du reste de sa famille, et ce petit Roland Barthes devenu pupille de la nation. Pupille de la nation, ça ne veut pas dire qu'on vit bien confortablement, c'est un titre plus qu'une rente. L'enfance est d'abord à Bayonne, d'où sa mère est originaire, puis à Paris, où elle va vivre avec lui assez pauvrement, prendre un métier à la fin de la Première Guerre mondiale, et ce métier n'est pas si éloigné qu'il pourrait sembler de ce qui sera celui de Barthes, puisqu'elle va travailler dans la reliure de livres. Métier mi-manuel, mi-intellectuel, en tout cas tout près du monde des livres, et Barthes sera toute sa vie passionné par les outils de l'écriture, et notamment par les fiches, les crayons, les stylos, les papiers. Barthes, élève au quartier latin, à 2 pas du jardin du Luxembourg, est un plutôt bon élève, dans de bons lycées, un grand lecteur bien sûr, sensible à la question politique. La question politique qui, dans ces années 30, où il est adolescent,
c'est surtout la montée des fascismes et des totalitarismes. Et donc un événement le marque particulièrement, les grandes manifestations des ligues le 6 février 1934 à Paris, mouvement issu des ligues de la Première Guerre mondiale, mais qui finalement est assez solidaire des fascismes qui s'installent, et qui conduit Barthes et quelques-uns de ses camarades à former, créer un groupe qu'ils appellent un peu pompeusement Défense républicaine et antifasciste. Le tout jeune Barthes n'a pas lu Marx, n'est pas proche du communisme. Son maître à l'époque, son maître à penser, c'est Jaurès. C'est ce socialisme-là qui lui importe. Brillant élève, il se destine assez naturellement à préparer le concours de l'École normale supérieure, comme tant d'autres dans ces générations ont voulu le faire. Mais à 18 ans, il se met à cracher du sang. À plusieurs reprises, on diagnostique la tuberculose. Il faut interrompre l'année, partir à la campagne plusieurs mois. Il renonce à préparer ce concours difficile. Il aurait trop d'absence. Et il écrira beaucoup plus tard « Cet incident a cassé ma vocation ». Deuxième élément important, la mort du père est évidemment un élément essentiel. Deuxième élément important, la tuberculose. C'est une époque où, malgré la maladie et les intermittences de la maladie, il n'est pas encore en sanatorium, il est entre deux traitements, mais il est étudiant en lettres classiques à la Sorbonne. Il regrettera un peu ce choix des lettres classiques, se demandant s'il n'aurait pas mieux fait de faire de la philosophie. Il s'ennuie un peu. Il s'ennuie aussi parce que ses lectures sont extrêmement distinctes de ce qu'on lui enseigne. Ce qui le passionne, c'est Gide, et particulièrement le journal de Gide, qui restera une œuvre déterminante pour lui, le désir d'écrire, le premier élan vers l'écriture, une écriture qui n'est pas une écriture de fiction. Paul Valéry, que sa grand-mère maternelle fréquente régulièrement et qu'il lit avec passion, même s'il parlera peu de lui par la suite, peut-être parce qu'il était trop proche. Et puis Proust, qu'il découvre petit à petit et qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Gide et Proust lui parlent aussi fortement en raison d'une particularité de ses goûts qu'il s'est découverte et qu'il n'assume que difficilement, qui est son homosexualité. Et vivre l'homosexualité au milieu des années 30 est une chose difficile, souterraine, et Barthes ne sera jamais de ces gens qui sont du côté du coming out et de l'explicite. C'est un homosexuel discret, blessé, souvent malheureux en amour et craignant jusqu'à la fin de sa vie que sa mère, qui représente tant de choses pour lui, ne le sache. Sans doute le savait-elle, mais sans doute l'implicite était-il à ses yeux, à leurs yeux, à tous deux, préférable à l'explicitation. En 1936, Barthes a 20 ans, 21 ans, c'est le Front populaire, un mouvement qui l'exalte. C'est aussi la guerre d'Espagne et la peur de la Seconde Guerre mondiale qui s'approche. Et parallèlement à ses études de lettres, Barthes fonde un groupe de théâtre antique à la Sorbonne et monte avec des amis les Perses d'Eschyle dans lesquels il joue. Le théâtre va compter énormément pour lui dans les années suivantes, mais pour l'instant, plus de théâtre, plus d'études, la Seconde Guerre mondiale qui s'abat et la tuberculose qui s'aggrave et qui nécessite de très longues hospitalisations entre 1941 et 1946, avec quelques retours à Paris, avec des phases où on le croit perdu, avec des amis qui meurent autour de lui, avec d'autres qui guérissent et pour lesquels les amitiés se rompent, avec aussi, dans ces sanatoriums des Alpes, où il se retrouve, un sentiment d'être séparé d'une guerre qui le concerne, qui le touche, qui lui importe d'autant plus qu'un de ses grands amis, Jacques Weil, très tôt fait partie de la résistance. Il en mourra. Et Barthes aura cette nostalgie, non pas, bien sûr, de la mort, mais de n'avoir pu faire partie
je le cite, de cette petite armée d'hommes justes si nécessaire à la dignité du monde. Et puis le sanatorium pendant les années d'occupation, vous imaginez ce que c'est, ce n'est pas une situation particulièrement enviable entre la dureté des soins et les privations qu'il vit comme tous ses contemporains. C'est une maladie sérieuse, il subira un pneumothorax, l'ablation partielle d'un poumon qui le fragilisera, il sera suivi toute sa vie pour les séquelles de la tuberculose. Mais le sanatorium, c'est aussi une expérience particulière du vivre ensemble, qui deviendra un thème très important à la fin de sa vie. Par certains côtés, c'est le monde de la montagne magique de Thomas Mann, une socialité forte entre des gens qui sont condamnés à vivre ensemble. Barthes, il écrit plusieurs fois que beaucoup de maladies séparent et qu'au contraire, la tuberculose rapprochait. Il dira aussi, en sana, sauf vers la fin où je me suis senti saturé, excédé par le système, j'ai été heureux. J'ai lu et j'ai donné beaucoup de temps et d'énergie à mes amitiés. Ce ne sont pas des années d'études, il ne peut pas les poursuivre, ce sont des années de travail personnel, de lectures intenses, comme peu de gens ont la chance d'en faire, lire in extenso certains auteurs, dans son cas ce sera Michelet, pour lequel tout d'un coup il se passionne et qui va lire intégralement, c'est une œuvre énorme, mais ce sont bien d'autres lectures, car souvent il est condamné à être en position allongée, et que faire d'autre que lire dans un cas comme celui-là. Il écrit parfois un petit peu, il y a une revue dans son sanatorium qui s'appelle Existence, titre qui dit à la fois le besoin et le désir de survivre et l'existentialisme montant dont il se nourrit comme tout un chacun. Camus, à peine plus jeune que lui, dont l'œuvre est en train de se développer et va le marquer très profondément, et Sartre, mi-philosophe, mi-écrivain, bientôt auteur de théâtre, qui le passionnera. Tout ça, c'est le premier contexte de Barthes. C'est aussi, vers 1946, la découverte de Marx à travers un ami trotskiste qui a fait la guerre d'Espagne, qui lui en parle et qui lui fait à la fois découvrir une méthode, mais le plonge dans un marxisme assez largement imaginaire, intellectualisé. Barthes dit dans une lettre de cette époque « Politiquement, je ne puis guère plus penser que marxistement, parce que leur description du monde réel me paraît juste. Et puis j'ai avec eux l'espoir d'une société, pour ainsi dire, virginale, où en quelque sorte, tout sera enfin spirituellement possible. » Un marxisme spiritualisé est donc bien loin de ses concrétisations politiques. En 1947, il revient à Paris, 32 ans donc. Le premier homme qui lui donne sa chance est un homme de presse, Maurice Nadeau. Il a disparu récemment. Maurice Nadeau, qui sera un éditeur prestigieux, découvreur de beaucoup d'écrivains, animateur de revues et qui, à l'époque, a un rôle important dans le journal Combat. Et c'est Maurice Nadeau qui accueillera le premier article important de Barthes, première préfiguration de ce qui deviendra plus tard le degré zéro de l'écriture. Mais Barthes n'a pas de métier, il ne sait que faire, et donc il accepte des missions à l'étranger, lui qui n'a pas de véritable diplôme. Première mission de 2 ans au service culturel en Roumanie, à Bucarest. Ce n'est pas tout à fait le marxisme spirituel qui l'a passionné, c'est une expérience du socialisme réel qui d'ailleurs sera rapidement interrompue, car les activités de cet institut français à Bucarest déplaisent bientôt au régime inspiré par le stalinisme. Puis, autre mission, autre poste, à Alexandrie, en Égypte. Ça se passe mieux. Il fait la rencontre de quelqu'un qui aura une grande influence sur lui parce qu'il lui fait lire des textes de linguistique. C'est Adjerdas Julien Grémas, qui deviendra un théoricien important. Et ce qui deviendra le degré zéro de l'écriture se continue à travers ses articles, mais le travail réel ne le passionne pas. En 1950, il revient vraiment à Paris. Il a 35 ans et rien devant lui, pas de métier. Il s'installe avec sa mère dans un immeuble du 6e arrondissement qu'il ne quittera plus jamais, rue Servandoni, accepte petit travail administratif au ministère des Affaires étrangères pour le service des relations culturelles. Il s'y morfond
il s'y ennuie, il n'a pas passé l'agrégation, il n'a pas fait normal sup, il n'a pas de thèse. Que peut-il devenir, sinon une sorte d'intello précaire, comme on dit aujourd'hui? Ce qui est, à court terme, vécu comme un malheur, ce qui est vécu comme une absence d'avenir, comme une inexistence, sera peut-être pour Roland Barthes une chance. On peut le lire comme cela, c'est-à-dire que sans la tuberculose, il aurait passé normal sup, il aurait réussi l'agrégation, il serait devenu un professeur à la Sorbonne, sans doute, et peut-être n'aurait-il pas eu besoin d'inventer de nouvelles disciplines pour s'inventer lui-même et pour exister. Enfin, en tout cas, je pense que sur le moment, vers 1950-1952, quand il se cherche en tâtonnant une carrière atypique, qui n'est même pas une carrière, il ne se dit pas que c'est une chance. Le travail qu'il a aux affaires étrangères l'ennuie terriblement, et à un ami il écrit « Ma faculté de projet, qui avait toujours été si vivace, finit par être atteinte. Je n'ai plus confiance, je me condamne comme velléitaire, et j'ai peur de prendre une décision quelconque pour mon avenir. Et par moments et par éclairs, je me sens atteint dans la zone la plus profonde de moi-même. » Constat extrêmement démoralisé, il restera chez Barthes une propension à l'ennui, une forme de mélancolie, peut-être issue des années de maladie, de cette jeunesse manquée, de cette carrière ratée, qui restera là jusqu'à la fin, et que la gloire et le Collège de France ne parviendront jamais à guérir. Et tous ceux qui ont connu Barthes dans les dernières années ont été sensibles chez lui à ces moments d'absence, à ces brusques accès de tristesse. Mais je dirais qu'absence est peut-être plus juste encore. Alors en 1952, tout en publiant des articles de temps en temps, il est stagiaire de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, en vue d'une thèse de lexicologie sur un sujet plus qu'austère. Pas question de faire une thèse sur ce qui le passionne. À cette époque-là, l'université est rigide et figée, donc la thèse devrait porter sur le vocabulaire de la question sociale en France vers 1830. Elle n'aboutira pas, non plus que d'autres projets de thèse. Et son premier livre, Le degré zéro de l'écriture, qui paraît en 1953 au Seuil, lui vaut une petite réputation dans les milieux intellectuels, mais sûrement pas le début d'une carrière. Je reviendrai sur le degré zéro de l'écriture dans la conférence dans 2 semaines. À cette époque, c'est le théâtre qui compte le plus. Le théâtre pour lequel il se passionne, une nouvelle idée du théâtre et d'un théâtre populaire qui s'inscrit en faux contre l'académisme, contre le théâtre bourgeois. Il est fasciné par Avignon, tout juste naissant, par le travail de Jean Vilar. Il soutient toute la modernité théâtrale, de nouvelles approches de mise en scène, mais aussi de nouveaux publics. Et bientôt, ce sera la lecture de Brecht, les premières représentations de Brecht en France, Mère Courage notamment, et l'éblouissement pour ce que Brecht peut constituer. Et Brecht sera peut-être, plus encore que Marx, un des formateurs de Barthes et l'une des sources indirectes des mythologies. Mais à côté de Brecht, il y a la littérature en train de se faire, le nouveau roman naissant dont il se fait le défenseur passionné, Rob Grillet, mais aussi Jean Quérol ou Butor. 1954, un livre un peu anachronique, c'est le petit Michelet de la collection Écrivain de toujours, Michelet par lui-même. Je dis anachronique parce que c'est essentiellement la mise en forme de toutes les notes prises pendant les années de sanatorium. C'est un livre original, très différent par son écriture du degré zéro de l'écriture. Un livre qui préfigure ce qu'on appellera, à la fin des années 50 et dans les années 60, la critique thématique. Un livre qui peut faire penser à certains des textes de Gaston Bachelard et aussi aux travaux ultérieurs de Jean-Pierre Richard. Nous en arrivons aux mythologies. Les mythologies, avant d'être un livre, et un livre qui aura un grand retentissement, qui connaîtra un certain succès, les mythologies, ce sont des articles. Et une grande partie de l'œuvre de Barthes se développe sous forme d'articles dans les revues en fonction de la demande, des possibilités qui s'offrent à lui. Barthes n'est pas quelqu'un qui arrive avec un projet, qui dit « je vais faire
les mythologies, je vais rendre compte de notre temps. Non, il essaye quelque chose. Il parle d'objets du quotidien qui l'ont frappé. La première mythologie paraît dans la revue Esprit en octobre 1952. La plupart des autres paraîtront dans les Lettres Nouvelles, la revue de Maurice Nadeau, sous le titre « Petite mythologie du mois ». Il y en a beaucoup en 1953, 54, 55, 56, et le volume paraît en 1957, mais de manière assez insolite, après la publication de ce livre, Barthes continue en 58 et en 59 à publier d'autres petites mythologies du mois. Je m'appuierai sur certaines d'entre elles, à côté des plus connues du livre, parce qu'elles n'ont jamais été reprises par Barthes dans un volume et donc qu'elles font moins partie du corpus le plus connu. C'est un livre, je le disais, qui aura un grand impact et qui le conserve en bonne partie, 60 ans après sa publication, 57, maintenant début 2018, donc un peu plus de 60 ans après sa publication, même si le monde que décrit Barthes, ce monde français des années 50, a pour l'essentiel disparu, même si beaucoup des auteurs, des spectacles, des livres, des réalités matérielles dont il parle ne sont plus là, on peut continuer à lire les mythologies et très régulièrement la critique dit « Ah, il nous manque des mythologies. Ah, que n'avons-nous un nouveau Roland Barthes pour nous faire les mythologies d'aujourd'hui ?» Dans une vision d'ailleurs assez superficielle de ces mythologies, où ce seraient de jolis petits objets autour du quotidien, alors que chez Barthes, il s'agit avant tout d'un regard critique et politique, en tout cas idéologique, sur un monde en train de se construire. Et ces mythologies, qui paraissent aujourd'hui consensuelles, ont été critiquées ou haïes par une bonne partie de la presse et de l'opinion à l'époque, et celui qui ferait aujourd'hui l'équivalent de Barthes, probablement s'attirerait des critiques aussi violentes. L'audace première des mythologies tient au choix des objets. De quoi parle Barthes? Il analyse ce que l'intellectuel, le savant, l'universitaire, ne regarde pas d'habitude. Il est anthropologue au moins autant que sociologue, en appliquant les outils de l'intelligence et de l'écriture les plus raffinés à ce qui n'en paraissait tout simplement pas digne, ce qu'on ne regardait pas, ce qu'on vivait, ce qu'on éprouvait, ce qui était l'air du temps dans sa banalité. Il promeut le quotidien, il est l'un des premiers à le faire, le quotidien au rang d'objet d'étude. On pourrait dire que dans certains de ses textes des années 20 et 30, le grand critique et écrivain allemand Walter Benjamin le faisait aussi, mais pas avec le même impact peut-être. Et donc, il va donner une dignité particulière au monde le plus contemporain et souvent le plus prosaïque, le plus ordinaire. Ça, c'est le premier geste de Barthes, le premier signe de génie, appliquer les outils de l'intelligence à ce qui semblait ne pas le mériter. L'autre force de Barthes, dont il ne pouvait avoir conscience et dont moi-même je n'ai pris conscience qu'assez récemment en relisant et en réfléchissant à toutes ces questions, l'autre chance de Barthes, si j'ose dire, c'est aussi d'avoir été séparé pendant si longtemps des transformations de la société française. C'est comme s'il avait, à cause de la tuberculose, de la guerre bien sûr, mais aussi des années en Roumanie, en Égypte, laissé passer quasi 20 ans de l'histoire de France, qu'il était passé du monde du Front populaire, 1936, au monde des 30 glorieuses naissantes, et qu'il arrivait avec la même ingénuité qu'un voyageur venu d'un pays lointain, que le persan des lettres persanes de Montesquieu, avec une capacité d'étonnement que peut-être ceux qui vivent au jour le jour les changements, les mutations d'une société ne sentent pas. Si nous réfléchissons, nous, chacun de nous, à ce qui s'est passé ces dernières années, nous nous souvenons évidemment tous de la chute du mur de Berlin. Nous nous souvenons tous du 11 septembre 2001. Pour certains, de la mort d'un roi. Pour d'autres, d'un changement de président de la République. Tous ces événements, nous les connaissons. Mais avons-nous vraiment été capables de sentir ces mutations profondes de notre quotidien qui, par exemple, ont fait entrer insidieusement les objets connectés dans nos vies et nous les ont rendus indispensables? Il faudrait un œil extérieur, il faudrait quelqu'un qui était loin
de la Belgique, loin de la France pendant 20 ans pour tout d'un coup dire « mais j'arrive dans un monde de fous où personne ne peut se passer de son smartphone pour agir ». Où on ne va plus chercher dans une Encyclopédia Universalis ou autre, un renseignement, mais où on tape immédiatement, où qu'on soit, au restaurant, au café, chez soi, en train de regarder un film, on tape sur Google pour obtenir une information. Nous n'avons pas cette capacité à démystifier notre quotidien, car nous sommes pris dedans et nous ne voyons pas ce temps à peu près invisible qui intéressera les historiens. Alors oui, Barthes, séparé pendant des années des évolutions de la langue française, séparé dans le temps, séparé par l'espace, quoi de plus clos que le monde du sanatorium, ou d'une certaine façon celui d'un institut français en Roumanie, séparé aussi peut-être par sa sexualité particulière qui le marginalise, par cette forme de mélancolie et de sentiment d'une vie déjà en grande partie passée, manquée, fragilisée sans doute aussi par l'approche de la mort, qui était inévitablement sa perspective comme jeune homme. Pas d'avenir pour celui qui voit mourir ses camarades autour de lui, pas d'avenir à s'autoriser, pas de projet, pas de plan de carrière, pas de grande perspective sur la société. Tout cela crée, sans doute, un parfait observateur des évolutions de la société française et européenne, une faculté d'étonnement, un regard décalé qui va devenir un regard décapant. Le premier article des mythologies est très célèbre, il s'appelle « Le monde où l'on catch ». Alors Barthes ne se contente pas de parler de loin du catch, il y est allé plusieurs fois, il était très ami à cette époque avec Michel Foucault, qui n'était pas encore une grande figure, qui était un jeune homme prometteur, on est dans les années 54-55, et ils vont à plusieurs reprises voir des spectacles de catch, comme ils iront à plusieurs reprises voir des spectacles de striptease féminin, ce qui, pour ces deux homosexuels, crée évidemment un regard particulier décalé. Parlant du catch, il n'en parle pas comme d'un sport, il n'a pas non plus à manifester d'indignation ou de condamnation a priori, mais il se livre à une comparaison un peu inattendue avec le théâtre antique. Et d'ailleurs, dans un de ses articles sur le théâtre de la même époque, il comparera, dans l'autre sens, ce spectacle qu'il vient de voir avec un match de catch. Il y a donc, par rapport à ce qui fonde et qui a fondé longtemps d'intellectuels, ce dont il m'est arrivé de souffrir par la diversité de mes objets d'intérêt personnel qui m'ont fait passer de la bande dessinée à Jacques Derrida, qui sont des mondes un peu différents, eh bien chez Barthes, il y a un refus de la séparation entre culture basse et culture haute. C'est sans doute une des choses qui m'a le plus attiré chez lui. L'objet comptait moins que ce qu'on pouvait en tirer, que la manière dont on le regardait, et la hiérarchie n'était pas son problème. Il ne cherchait pas à dire que le catch valait Shakespeare, pour paraphraser un certain Finkielkraut, mais il pensait que l'intelligence peut s'appliquer à tout et rendre intelligent tout un chacun. Et puis il y a les voir de près. Alors il peut confronter les prestiges de l'histoire ancienne et de la haute culture avec le présent le plus populaire, on pourrait presque dire, dans le cas du catch, le plus populo. Je vous le cite. Enfin, je cite des petits fragments pour vous inviter aussi à relire les mythologies. Évidemment, je n'aurai pas le temps de citer aussi largement ces articles. Le monde où l'on catch est un article long de 7-8 pages. Je n'en donne qu'un tout petit éclairage. La vertu du catch, c'est d'être un spectacle excessif. On trouve là une emphase qui devait être celle des théâtres antiques. D'ailleurs, le catch est un spectacle de plein air. Car ce qui fait l'essentiel du cirque ou de l'arène, ce n'est pas le ciel, c'est le caractère dru et vertical de la nappe lumineuse. Du fond même des salles parisiennes les plus encrassées, le catch participe à la nature des grands spectacles solaires, théâtre grec et course de taureaux. Ici et là, une lumière sans ombre élabore une émotion sans repli. Il y a des gens qui croient que le catch est un sport ignoble. Le catch n'est pas un sport, c'est un spectacle. Et il n'est pas plus ignoble d'assister à une représentation catchée de la douleur qu'aux souffrances d'Arnolphe
ou d'Andromaque. Une représentation cachée de la douleur. Vous êtes déjà là, en plein dans l'écriture de Barthes, dans ces petits paradoxes, ces petits déplacements, d'autant que douleur, vous ne pouvez pas l'entendre à ma lecture, douleur s'écrit ici avec une majuscule. Barthes aime beaucoup l'usage des majuscules, l'usage un peu improbable des majuscules. Autre comparaison, toujours à propos du catch, encore un peu plus insolente. Le catcheur qui souffre sous l'effet d'une prise réputée cruelle, un bras tordu, une jambe coincée, offre la figure excessive de la souffrance comme une pietà primitive. Il laisse regarder son visage exagérément déformé par une affliction intolérable. Mais ici encore, seule l'image est dans le champ du jeu, et le spectateur ne souhaite pas la souffrance réelle du combattant. Il goûte seulement la perfection d'une iconographie. On voit bien là que la question souvent posée pour le catch, c'est truqué, c'est du chiquet, ils font semblant, n'est pas du tout celle qui intéresse Barthes, puisqu'il s'agit d'un théâtre. Il va décrire d'ailleurs longuement des grands catcheurs de l'époque avec leurs caractéristiques, celui qui est le méchant, l'ignoble, le traître, etc., composé comme un Iago de ring populaire. Le deuxième article, qui n'est pas repris dans le livre, peut-être à cause de sa longueur, et qui est un article extrêmement intéressant, est consacré aux Folies Bergères. Alors, vous allez voir tout de suite pourquoi je vous en lis un extrait, c'est parce qu'il y est question de Bruxelles et de la Belgique, mais pas seulement. Là aussi, il va voir le spectacle des Folies Bergères. J'imagine qu'il y est allé plusieurs fois, car la description est très précise et très longue. Les couleurs, les costumes, le décor, les lumières, tout y passe. Et là aussi, il le décrit comme une forme très particulière de théâtre. Un théâtre dont l'exhibition de l'argent serait le matériau principal. On peut penser, dans le regard que Barthes porte sur les Folies Bergères ou sur bien d'autres choses, à cette idée de distanciation qui était si chère à Brecht, le Verfremdungseffekt, l'effet qui vous rend étranger. Ne pas participer directement à ce spectacle, ne pas en être dupe, ne pas être de plein pied dans l'attente, le regarder par le côté pour voir ce qui s'y révèle. Je vous le lis un peu longuement. Il est 8 heures du soir. Je suis maquignon dans le pays d'Auge, commerçant à Bruxelles ou marchand de chapeaux à Independence, Kansas. Je me trouve à Paris et j'entre aux Folies Bergères. Je suis assuré que le billet de 1000 francs que je donne à la caissière va me rapporter pendant 3 heures une fortune. Aucun des millions qu'a coûté le spectacle ne m'est étranger, car tout cet argent est exposé sur la scène à mon intention, sous forme de substances rares et d'un matériel humain coûteux à proportion de sa beauté bien visible. Mon placement est donc rentable, et de plus, il est sans risque. Je ne donne pas mon argent contre une émotion incertaine, contre un art dont l'intelligibilité me serait hypothétique, comme il arrive dans d'autres théâtres. Je puis dire qu'ici, je ne quitte pas mon argent des yeux. Je le vois proliférer en une grande quantité de choses dont je puis sans cesse contrôler le caractère dispendieux. L'économie de ce théâtre me rassure, mon argent ne s'évanouit pas, il reste stable comme au milieu d'un troc. À peine ai-je donné mon billet de 1000 francs à une caissière, scientifique comme une employée de banque, que je le retrouve sous les feux de la rente, gonflé en plumes, durci en diamants, divisé en une foule d'artifices ingénieux, étendus sur la croupe des femmes, à moins que celle-ci ne soit nue, ce qui coûte encore plus cher. C'est bien normal. J'approuve donc que le nu soit ici associé comme une couleur plus fine aux autres substances exposées. Je sais bien que ce n'est pas pour m'émouvoir et me perdre comme le croient des moralistes naïfs, mais parce qu'il m'importe au plus haut point que cette nudité humaine soit elle aussi un bien qui me soit aliéné. Tout ici sait rendre le nu habillé. Il n'a plus que la couleur de sa légende. Il est une vêture précieuse et distinguée. Il est une sorte d'état superlatif de l'habit le plus coûteux, comme dans le conte d'Andersen. Et vous sentez là, dans ce mélange d'observation, d'acuité du regard, d'ironie, de capacité à se transformer dans un autre rôle que
le sien. Personne ne considère Barthes comme un maquignon du pays d'Auge ou un commerçant bruxellois ou un marchand de chapeaux. Et donc, c'est une non-connivence, ce déplacement lui permet de voir ce qu'on ne voit pas, et donc de faire voir, et donc de donner tout d'un coup aux Folies Bergères, dont je n'ai pas eu la chance personnellement d'être spectateur, je ne les connais qu'à travers quelques images et le texte de Barthes, mais de donner une sorte de relief. Et c'est évidemment une des choses qu'on va retrouver sans arrêt chez Barthes, c'est cette extraordinaire complexité, on pourrait dire duplicité des textes, qui sont à la fois manifestement extrêmement critiques. Barthes, au même moment, se bat pour un théâtre populaire, pour l'accessibilité des places de théâtre à tout un chacun. Et en même temps, on voit bien qu'il y a de la fascination et du plaisir. Et ce plaisir, évidemment, communicatif, à cause de la qualité de l'écriture. Le même texte prend par instant un tour plus philosophique. Je cite à nouveau. Avec le visage des girls aussi, qui me sont toujours offerts frontalement dans leur lumière d'exposition, je vais pouvoir acheter sagement des biens multiples. Ce visage humain, qui d'habitude n'est jamais qu'un présent, voici qu'il m'est enfin manifesté comme un produit. Il peut être acheté, non seulement parce qu'il est un objet qui a toutes les postures de la disponibilité, mais surtout parce qu'il est un objet construit, tiré du néant par des procédés mécaniques, dont la trace est encore visible jusque dans le sourire, purement anatomique, réduit au rang d'une sorte de comportement dentaire. Le sourire purement anatomique, réduit au rang d'une sorte de comportement dentaire. D'ailleurs, ces sourires sont rares. Dociles, je sais que ces visages le sont. Pour mon argent, il me faut bien plus qu'une obéissance immédiate et littérale. Je n'ai que faire du mime de leur sympathie. Je ne tiens pas à communiquer avec eux, ni à recevoir d'eux même l'illusion d'un sentiment. C'est ici une cérémonie silencieuse et inhumaine où la femme doit m'apparaître pétrifiée, solidifiée dans une fierté de choses. Et donc, vous voyez la dimension critique revenir habilement. Mais là où, dans une critique convenue, on parlerait d'aliénation, de prostitution, d'esclavage, etc. Barthes le fait à travers un regard qui ne se pose pas directement comme moral. Son ironie, l'apparente froideur de sa description, on est à l'époque aussi des premiers romans de Rob Grillet, de leur description distante. Cette ironie, cette froideur ne veulent pas dire que Barthes est exempt de capacité d'empathie. On pourra par exemple comparer ce regard distancié sur les Folies Bergères à cette scène quotidienne, conclusion d'un autre article des mythologies paru 4 mois plus tard, en juillet 1953, dans Esprit. C'est la fin d'un article qui porte sur les revues de mode et les vedettes. Je voyais l'autre jour dans un train de banlieue une femme. Elle avait près d'elle une valise élimée, en carton. À peu près hébétée, elle regardait un magazine de cinéma, opposait sans révolte son pauvre visage à l'iconographie glacée des maîtres, embusqués derrière la vampe ou le gigolo, pourvus, eux, de toute la mobilité d'expression des gens oisifs et surnourris. La caméra détournée de son Olympe et fixée pour une fois sur ce visage terrestre n'y aurait saisi aucun pathétique de la fatigue et de la pauvreté. Le réalisme est bien sot de nous montrer des visages en train de souffrir. La vérité était au-delà de l'expression, elle était sous la peau, dans la densité même de ce visage fatigué à vie, amené par la longue sédimentation des peines à l'état d'une substance têtue, inaltérable, sinon par la mort. Nul effet d'apitoiement ne sortait de cette figure trop humaine, mais il suffisait de la confronter avec son double de luxe pour comprendre qu'on a volé à l'homme jusqu'à son propre visage. Donc là, vous sentez un tout autre ton absolument complémentaire et indissociable. Et j'ai souvent été étonné que l'on associe à Barthes, il est vrai qu'il a eu une période scientifique dure que j'évoquerai dans d'autres conférences, mais j'ai souvent été étonné qu'on associe Barthes à une certaine idée de la froideur ou de l'absence d'émotion, alors qu'à travers son œuvre, les textes de cette tonalité-là, ou de tonalité personnelle, la sensibilité à la douleur, à la mort, la finesse dans l'analyse de l'amour sont là en permanence et lui donnent ce côté humain ou humaniste que l'époque condamnait bien souvent. Il y a beaucoup de lecteurs pressés de Barthes qui n'ont voulu voir en lui qu'une caricature.
La plupart des textes rassemblés dans les mythologies ou dans les textes environnants interrogent l'idéologie, non pas de manière générale et explicite, mais à travers les signes les plus concrets qu'elle laisse dans la vie quotidienne. Dans un texte intitulé Pour une histoire de l'enfance, Barthes évoque ainsi les enfants vedettes, comme Shirley Temple ou Minou Drouet, et ce qu'il appelle, d'une formule terrible, les enfants copies, tels que la publicité commence à les utiliser pour, je cite, attendrir, faire fondre l'adulte au signe même d'une fragilité et d'une innocence, tout en intégrant ces enfants copies au milieu qui les produit et les consomme. Je cite un fragment du texte. L'enfant mythique français, donc le mythique ici c'est l'enfant de la publicité, l'enfant représenté, l'enfant mythique français n'est jamais donné hors de sa classe. Il ne rejoint aucun univers naturel ou poétique. Entièrement socialisé par la famille dont il est issu, il est la monnaie exacte du petit bourgeois français. Et Barthes se penche alors sur les jouets. Que les jouets français préfigurent littéralement l'univers des fonctions adultes ne peut évidemment que préparer l'enfant à les accepter toutes, en lui constituant, avant même qu'il réfléchisse, l'alibi d'une nature qui a créé de tout temps des soldats, des postiers et des Vespas. Le jouet livre ici le catalogue de tout ce dont l'adulte ne s'étonne pas, la guerre, la bureaucratie, la laideur, les martiens. Le jouet français est comme une tête de Givaro, où l'on retrouve à la taille d'une pomme les rides et les cheveux de l'adulte. Il existe par exemple des poupées qui urinent. Elles ont un œsophage, on leur donne le biberon, elles mouillent leur lange. Bientôt, sans nul doute, le lait dans leur ventre se transformera en eau. On veut par là préparer la petite fille à la causalité ménagère, la conditionner à son futur rôle de mère. Seulement, devant cet univers d'objets fidèles et compliqués, l'enfant ne peut se constituer qu'en propriétaire, en usager, jamais en créateur. Il n'invente pas le monde, il l'utilise. On lui prépare des gestes sans aventure, sans étonnement et sans joie. On fait de lui un petit propriétaire pantouflard qui n'a même pas à inventer les ressorts de la causalité adulte, on les lui fournit tout près. Il n'a qu'à se servir, on ne lui donne rien à parcourir. Vous voyez ici, partir de l'objet simple, le jouet d'enfant, et Barthes va faire l'éloge de ces jouets qu'il a dû connaître dans sa propre enfance, de ces jouets maintes fois réutilisés, ces jeux de construction minimaux, ces jeux en bois que l'on peut combiner de 1000 manières. Barthes porte là, sur la société de consommation naissante, sur l'univers du plastique qui est en train de triompher, porte là un regard que l'on peut dire politique. Mais c'est un regard politique évidemment déplacé, ce n'est pas un regard qui entre dans les grandes catégories des affrontements idéologiques de l'époque. Alors je vous ai évoqué quelques mythologies moins connues, mais il serait difficile de parler des mythologies sans réveiller vos souvenirs ou éveiller vos désirs en parlant de quelques-unes des mythologies les plus fameuses. Parmi celles-ci, à l'heure qui avance, le beefsteak et les frites, évidemment, toute sa place. Oui, les mythologies sont avant tout des exercices de démystification, mais c'est une démystification d'un monde en train de se construire. Cette période, ces années 50 que Barthes décrit, c'est le début des 30 glorieuses, comme Jean Fourassier les nommera, et de la consommation de masse. En France, ce sont les derniers soubresauts de la 4e République. Mais c'est un monde qui n'est pas non plus dépolitisé, car c'est aussi l'époque de la guerre d'Algérie, des débuts de la décolonisation, autant de réalités qui sont très présentes dans ces textes et avec des positions extrêmement fermes de Barthes. Il y aura un chapitre des mythologies qui s'appelle « Grammaire africaine » et où il analyse tous les stéréotypes du langage sur les événements d'Algérie, etc. Bon, le destin de l'Algérie qu'il a fait appartenir à la France. Mais pour évoquer les réalités plus modestes du quotidien, et notamment ce beefsteak et ces frites, il s'agit en même temps de déjouer les stéréotypes de l'écriture journalistique, d'inventer une autre manière de rendre compte du quotidien. Je pense qu'il y a là chez Barthes une forme de surjournalisme, de journalisme raffiné dont peu d'écrivains
ont donné l'exemple. Alors écoutons quelques lignes du beefsteak et des frites. Le beefsteak participe à la même mythologie sanguine que le vin. C'est le cœur de la viande, c'est la viande à l'état pur. Et quiconque en prend s'assimile la force taurine. Que ce soit de la vache ne lui importe pas ici. Mythologiquement, le beefsteak, c'est la force taurine. De toute évidence, la force du beefsteak tient à sa quasi-crudité. Le sang y est visible, naturel, dense, compact et sécable à la fois. Compact et sécable à la fois, du sang sécable. Magnifique comme idée. Ouais, c'est un coup d'écriture et en même temps, ça nous fait voir quelque chose. Comment couper du sang pour l'ingérer. Manger le beefsteak saignant représente donc à la fois une nature et une morale. Tous les tempéraments sont censés y trouver leur compte. Les sanguins, par identité. Les nerveux et les lymphatiques, par complément. Associé communément aux frites, le beefsteak leur transmet son lustre national. La frite est nostalgique et patriote comme le beefsteak. Alors c'est très amusant parce qu'évidemment, à cette époque, on voit Barthes considérer la frite comme un signe de francité et non de belgité. On est assez loin de Coluche. On voit qu'il y a pour l'instant une sorte de coalescence du beefsteak et des frites comme signe français. Ici, d'ailleurs, un général français dont j'ai oublié le nom, qui après une terrible bataille demande qu'on lui serve des frites, et donc comme si c'était toute la France qui revenait en lui avec ses frites. Donc ça nous montre les signes se déplaçant, et en même temps cette manière qu'a Barthes de forger des identités, des néologismes qu'on lui reprochera parfois, la francité, sur laquelle on peut calquer la belgité, et non pas la belgitude, c'est une autre affaire. Et dans Rhétorique de l'image, un article célèbre, quelques années après, Barthes se livrera à une analyse très poussée d'une publicité pour les pâtes Panzani, et décrivant tous les signes de l'italianité qui s'y donnent à voir et à lire. Car pour Barthes, l'image se lit. Sinité, si l'on peut parler de la Chine, italianité, francité, belgité. Évidemment, on pourrait appliquer cette méthode à d'autres choses que les signes nationaux, mais c'est une façon de nous dire qu'une image parle et renvoie, notamment une image publicitaire, à bien d'autres signes que son explicite, chose que nous savons aujourd'hui, mais que peut-être en 1957, on ne savait pas tant que ça. Le Tour de France. Grand passionné de sport que vous êtes certainement, je pense que le Tour de France ne peut pas vous laisser indifférent. Souvenir d'Eddy Merckx et de tant d'autres. Créé en 1903, le Tour s'était bien sûr avait connu plusieurs variations, puis s'était interrompu pendant la guerre. Il avait repris en 1947 et acquis une popularité considérable à travers la radio. C'était d'abord, le Tour de France, un objet radiophonique. Et on imagine Barthes, pendant ses vacances dans le sud-ouest, près de Bayonne, écoutant régulièrement la radio, car il proposera même à la fin de son article un petit lexique des principaux coureurs du temps. Je vous ai épargné ça parce que Louison Bobet est un peu moins présent pour nous aujourd'hui. Mais Barthes, prenant au sérieux le Tour de France, le décrit comme une épopée. La géographie du Tour est entièrement soumise à la nécessité épique de l'épreuve. Il y a donc deux courbes narratives, une courbe narrative à l'intérieur de chaque étape et une grande courbe narrative, un grand arc narratif à travers l'ensemble du Tour. Il rapproche donc cette structure de celle de l'Odyssée et s'attarde sur l'étape qui subit la personnification la plus forte, celle du Mont Ventoux. Alors le Mont Ventoux s'illustrera plus tard par une tragédie, la mort d'un coureur en pleine étape, mais ce n'est pas encore le cas à l'époque. Le Mont Ventoux est déjà décrit par Barthes assez longuement, je ne vous cite qu'une phrase, le Ventoux à la plénitude du mont, c'est un dieu du mal auquel il faut sacrifier. Donc sur ce mont affreux, chauve, pelé, écrasé de soleil, le coureur doit souffrir et évidemment c'est cette souffrance qui fait de lui un potentiel champion. Barthes analyse alors le Tour avec sérieux et précision et évoque une série de grandes figures. Et là, ces figures sont encore absolument contemporaines. Il évoque d'ailleurs même aussi les affaires de dopage, qui étaient pourtant moins présentes à l'époque. Alors, voici les figures. En fait, la dynamique du Tour ne connaît que 4 mouvements. Mener, suivre,
s'échapper, s'affaisser. Mener est l'acte le plus dur, mais aussi le plus inutile. Mener, c'est toujours se sacrifier. C'est un héroïsme pur destiné à afficher un caractère, bien plus qu'à assurer un résultat. Dans le tour, le panache ne paie pas directement. Il est d'ordinaire réduit par les tactiques collectives. Suivre, au contraire, est toujours un peu lâche et un peu traître, relevant d'un arrivisme insoucieux de l'honneur. Suivre, avec excès, avec provocation, fait franchement partie du mal. Honte aux suceurs de roue. S'échapper est un épisode poétique destiné à illustrer une solitude volontaire, au demeurant peu efficace, car on est presque toujours rattrapé, mais glorieuse à proportion de l'espèce d'honneur inutile qui la soutient. Fugue solitaire de l'espagnol à l'Omar, retirement, hauteur, castianisme du héros à la Monterland. L'affaissement préfigure l'abandon. Il est toujours affreux. Il attriste comme une débâcle. Dans le Ventoux, certains affaissements ont pris un caractère hiroshimatique. L'une des plus célèbres, la nouvelle Citroën. La DS-19 a été lancée par Citroën en octobre 1955. Elle a été la vedette du salon de l'auto. Elle a suscité un étonnement extraordinaire. Et Barthes écrit à chaud, presque immédiatement après, ce texte qui restera célèbre et qui éblouira notamment chez Citroën. Ils vont utiliser cette mythologie comme un élément quasi promotionnel. C'est tout d'un coup la noblesse de l'objet qui en est pareil. Il faut dire que c'est la première grande innovation de Citroën depuis la 2 chevaux, qui a été lancée en 1948, et c'est aussi un modèle, la DS, qui introduit une rupture dans la conception de l'automobile. Modèle haut de gamme de Citroën depuis 1934 était la traction avant. La traction avant qu'on a vu dans tous les films policiers. La traction avant repose sur un dessin, une conception de l'automobile absolument différente. On a vraiment d'un côté l'ancien monde, le monde de l'avant-guerre, et puis un monde qui est déjà celui des années 60, sinon des années 70, puisque la DS aura une vie extrêmement longue. Un peu après le texte de Barthes, et sans que les deux choses soient directement liées, le général de Gaulle fera de la DS la voiture officielle de la présidence de la République. Et mythologie possible supplémentaire, mais non écrite par Barthes, cette DS-19 lui sauvera la vie lors de l'attentat du Petit Clamart en 1962, puisque, selon Wikipédia, auquel je me réfère pour ces informations automobiles qui ne font pas partie de mes spécialités, selon Wikipédia, toute autre automobile de l'époque, dans les mêmes circonstances, serait probablement partie en tête à queue ou en tonneau. Donc une voiture vraiment événementielle, une innovation, un monument national. Barthes n'y va pas par quatre chemins au début de l'article. Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques. Je veux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. La nouvelle Citroën tombe manifestement du ciel dans la mesure où elle se présente d'abord comme un objet superlatif. C'est pourquoi on s'intéresse moins en elle à la substance qu'à ses joints. On sait que le lisse est toujours un attribut de la perfection, parce que son contraire trahit une opération technique et toute humaine d'ajustement. La tunique du Christ était sans couture, comme les aéronefs de la science-fiction. Je saute quelques lignes. La déesse, et cette fois il l'écrit comme une déesse, féminin d'un dieu, peut-être est-ce l'allusion à la tunique du Christ qui l'y a aidé, la déesse est visiblement exaltation de la vitre, et la tôle n'y est qu'une base. Ici, les vitres ne sont pas fenêtres, ouvertures percées dans la coque obscure. Elles sont grands pans d'air et de vide, ayant le bombage étalé et la brillance des bulles de savon, la minceur dure d'une substance plus entomologique que minérale. Il s'agit donc d'un art humanisé, et il se peut que la déesse marque un changement dans la mythologie automobile. Jusqu'à présent, la voiture superlative tenait plutôt du bestiaire de la puissance. Elle devient ici à la fois plus spirituelle et plus objective.
Une autre mythologie célèbre et complexe qui pourrait être mal interprétée, c'est celle qui s'appelle iconographie de l'abbé Pierre. Je me souviens, dans une interview tardive de l'abbé Pierre, à Libération, il était interrogé sur cette mythologie de Barthes, 40 ans, 50 ans après, et qu'il pestait encore. Il disait, d'accord, j'ai une barbe, et Roland Barthes n'en a pas, mais qu'a-t-il fait de plus que moi pour les sans-abri? Et donc on sentait que ça n'était pas passé. Or, vous allez voir que cette mythologie est très intéressante et qu'il est tout sauf opposé à l'action de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre était né en 1912, il a été résistant, il a été député, apparenté gaulliste jusqu'en 1951, il a fondé Emmaüs en 1949, tout ça dans une relative discrétion. Premier coup d'éclat, en 1952, il participe au jeu Qui tout double à Radio Luxembourg, en cette de RTL. Et il est brillant, il gagne, et évidemment, toute la fortune qu'il gagne, il la donne immédiatement à l'action d'Emmaüs. Coup d'éclat brillant. Mais sa célébrité date surtout de son très célèbre et puissant appel radiophonique de l'hiver 1954, qui commence par ces mots « Mes amis, au secours, une femme est morte dans la rue cette nuit », etc. Il appelle, à ce moment, avec le pouvoir, la puissance que la radio peut avoir quand les chaînes ne sont pas multipliées, il appelle à une insurrection de la bonté. Bientôt, les dons affluent, dont 2 millions de l'époque donnés par Charlie Chaplin, qui dira à cette occasion joliment « Je ne les donne pas, je les rends. Ils appartiennent aux vagabonds que j'ai été et que j'ai incarné. » C'est intéressant parce qu'il y aura dans la mythologie un article sur Charlot qui s'appelle « Le pauvre et le prolétaire » et qui traite à peu près de la même problématique politique que celui sur l'abbé Pierre. L'abbé devient, dès 1954, une légende, un personnage, et en 1955, donc soit à peine un peu plus d'un an après l'appel de l'abbé, le film Les chiffonniers d'Emmaüs sort avec l'acteur Pierre Raybaz qui incarne l'abbé Pierre. Et c'est donc dans ce contexte d'un abbé Pierre déjà devenu image, déjà représenté, qu'il faut situer la mythologie de Barthes. Quelques extraits assez courts. Le mythe de l'abbé Pierre dispose d'un atout précieux, la tête de l'abbé. C'est une belle tête qui présente clairement tous les signes de l'apostolat. Le regard bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire, tout cela complété par la canadienne du prêtre ouvrier et la canne du pèlerin. Ainsi sont réunis les chiffres de la légende et ceux de la modernité. La coupe de cheveux, par exemple, à moitié rase, sans apprêt et surtout sans forme, prétend certainement accomplir une coiffure entièrement abstraite de l'art et même de la technique. Une sorte d'état zéro de la coupe. Il faut bien se faire couper les cheveux, mais que cette opération nécessaire n'implique au moins aucun mode particulier d'existence, qu'elle soit, sans pourtant être quelque chose. La coupe de l'abbé Pierre rejoint ainsi l'archétype capillaire de la sainteté. Je souligne l'archétype capillaire de la sainteté. Le saint est avant tout un être sans contexte formel. L'idée de mode est antipathique à l'idée de sainteté. Et pourtant, selon Barthes, il est impossible d'échapper aux signes. L'absence de signes dans son ostentation éventuelle devient un autre signe. La coupe zéro affiche tout simplement le franciscanisme. Elle déguise l'abbé en Saint François. Là, l'abbé Pierre a dû un peu commencer à tiquer. Même circuit mythologique pour la barbe. On n'est point barbu au hasard parmi les prêtres. La barbe y est surtout attribut missionnaire ou capucin. Elle ne peut faire autrement que de signifier apostolat et pauvreté. Mais la conclusion de l'article place les choses au bon niveau et au juste niveau. Par-delà la pertinence, l'ironie, peut-être un peu cruelle, de la description. Barthes, évidemment, ne critique nullement l'action de l'abbé Pierre, mais il s'inquiète, je cite, d'une société qui consomme si avidement l'affiche de la charité qu'elle en oublie d'interroger ses conséquences, ses emplois et ses limites. J'en viens alors à me demander si la belle et touchante iconographie de l'abbé Pierre n'est pas l'alibi dont une bonne partie de la nation s'autorise une fois de plus pour substituer impunément les signes de la charité
à la réalité de la justice. Et là, dans le triomphe actuel de l'humanitaire, dans les défaillances grandissantes des appareils d'État, dans la mercantilisation de la générosité, à travers toutes ces sollicitations que vous avez dans les rues par des gens qui sont payés pour vous rendre généreux, par les publicités quelquefois tonitruantes et coûteuses de certaines associations, même les plus honnêtes, on peut dire que Barthes touche juste. Substituer impunément les signes de la charité à la réalité de la justice. Souvenons-nous d'Haïti, des grandes catastrophes médiatiques. Souvenons-nous de toutes les causes discrètes qui ne suscitent pas immédiatement l'émotion et le don. Et on verra que Barthes, ici, touche juste et parle encore pour nous en 2018. Barthes, en somme, dans les mythologies, j'accélère un peu, est en guerre contre le cela va de soi, contre les pseudo-évidences, contre ce que trop de gens appellent le bon sens, pour ne pas aller au-delà, et ce qu'il appellera plus tard la doxa. Barthes est un homme du paradoxe. La doxa, l'opinion établie, l'opinion toute faite, l'opinion qui ne peut pas bouger, sont parmi ses ennemis. Il est aussi contre la poisse, ce qui est empoissé. Ce sont des mots qui reviennent. C'est les syntagmes figés, les évidences qui associent deux, trois choses, les choses dont on n'a pas à parler. Il est contre la tautologie. Racine et racine, disent les conservateurs en croyant avoir tout dit lorsqu'une mise en scène moderne les agace. Enfin, Racine et Racine. Il nous dira, la tautologie est toujours agressive. Et si l'on se mettait à penser sur Racine, grande menace, le tautologue coupe avec rage. Où est-ce que je fais ? Tout ce qui pousse autour de lui et pourrait l'étouffer. La tautologie dispense d'avoir des idées, mais en même temps s'enfle à faire de cette licence une dure loi morale, d'où son succès. La paresse est promue au rang de rigueur, Racine c'est Racine, sécurité admirable du néant. Rang de Moulin pourrait l'utiliser avec vos étudiants. La paresse est promue au rang de rigueur. Combien de livres non lus, comme ça, de ceux qui s'abritent derrière les fausses évidences. C'est comme un pressentiment d'une chose dont je parlerai la prochaine fois, qui sera la querelle de la nouvelle critique après la parution du Sur-Racine de Barthes. Ici, il écrit le Racine et Racine sans savoir qu'il ira plus loin. Une autre cible privilégiée de Barthes, et pour l'époque c'est bien important, et ça peut nous parler encore aujourd'hui, même si le nom propre a changé, une cible importante politiquement, c'est Pierre Poujade, le fondateur du poujadisme. On a oublié Pierre Poujade. On utilise encore couramment le poujadisme, et c'est en partie grâce à Barthes, et ça reste extrêmement important, la dénonciation du poujadisme qui prend des formes très variées, y compris parfois chez les intellectuels. La dénonciation du poujadisme reste probablement quelque chose d'essentiel. Pierre Poujade était un homme politique encore relativement jeune, alors en pleine ascension, on pourrait dire un De Grelle soft. C'est-à-dire, comme De Grelle, il a connu une flambée de succès, mais il n'a pas eu l'évolution évidemment nazie de Grelle. La période ne s'y prêtait plus. Il commence par fonder un syndicat de défense des petits commerçants et artisans, puis un parti qui s'appelle Union et Fraternité Française. Il obtient 52 députés aux élections de 1956, donc c'est une flambée extraordinaire. Et c'est dans le mouvement de Pierre Poujade que Jean-Marie Le Pen est élu député pour la première fois en pleine guerre d'Algérie. Le poujadisme, c'est la variante française du populisme. C'est les petites gens contre l'État vampire, des petites gens contre les gros. C'est le bon sens contre les intellos, contre la pensée. Le poujadisme, c'est un anti-parlementarisme, un anti-intellectualisme. Une des phrases choc de Poujade, le poisson pourri par la tête. Le poisson pourri par la tête, ce qui reste à vérifier d'ailleurs, mais enfin le poisson pourri par la tête, vous avez compris, réfléchissez et vous nous mènerez à la catastrophe. Bon, je pense que M. Poujade n'aurait pas été content d'assister au mardi de la philo, il n'aurait pas pris d'abonnement. Hélas, cet anti-intellectualisme va se matiner chez Poujade d'un antisémitisme de plus en plus explicite. Haïr le gouvernement à l'époque, c'est aussi haïr Pierre Mendès France, qui, par malchance, mais peut-être pas par hasard aux yeux de Poujade, est juif. Et Barthes
conclut l'une des deux mythologies qu'il consacre à Poujade. Ainsi, le langage de M. Poujade montre une fois de plus que toute la mythologie petite bourgeoise implique le refus de l'altérité, la négation du différent, le bonheur de l'identité et l'exaltation du semblable. Je vais sauter, et je pense que vous allez avoir d'immenses regrets, je vais sauter un article non recueilli sur le groupe Captain Townsend, Peter Townsend, et son idylle avec la princesse Margaret, qui retrouve évidemment un intérêt tout particulier pour ceux qui sont les spectateurs de la très belle série The Crown, où on voit Townsend et Margaret. Alors l'analyse de Barthes est formidable, je ne vous en lis que 2-3 lignes. La gloire du groupe Captain Townsend ne lui a pas coûté grand-peine. Elle est née d'une simple supposition, le croix-aimé de Margaret, sœur de la reine d'Angleterre. Le tabou monarchique imposant silence même aux démentis, on a pu voir le mythe proliférer en toute liberté, au point que d'un fait douteux a surgi toute une littérature. Nous savons aujourd'hui que ça dit-il rien de douteux. Et donc, c'est très joli. L'autre terme du couple, Margaret, accomplit elle aussi ce que l'on pourrait appeler la première variation classique des familles royales. Margaret est à la fois enfant terrible de la royauté et simple sujette en puissance. Cela veut dire que dans l'espèce de sociodrame de la monarchie moderne, Margaret assume le rôle de la contestation. Par sa rébellion entièrement élaborée sur le plan mythologique, elle manifeste la servitude des rois et partant la grandeur de leur ascèse. Les rois ne sont pas heureux, dit chaque journaliste en hochant la tête. Toute comparaison avec d'autres cours européennes serait évidemment malvenue. Il est temps de conclure. En voyant de ces mythologies de Barthes et les textes qui les environnent, un geste critique finalement extrêmement original, extrêmement utile et finalement peu imité. Pourquoi est-il imité ? Probablement parce que ce sont d'abord des réussites d'écriture. Il y a l'observation, il y a la faculté d'observation, mais il y a aussi un art d'écrire une prose critique tout à fait particulière qui font que quiconque voudrait écrire une mythologie ne la réussit pas nécessairement. Mais c'est aussi un moment fragile chez Barthes, parce que c'est une lecture, si j'ose dire, non appareillée théoriquement, ou très peu appareillée théoriquement. Quelques souvenirs de Marx, qu'il a un peu lu, des lectures un peu plus présentes de Brecht, mais Brecht ne parle d'aucun de ces objets, un petit peu de linguistique, une sémiologie qui est en train de naître et qui est davantage présente dans la deuxième partie du livre, plus courte, une 50aine de pages théoriques, qui s'appelle « Le mythe aujourd'hui » et où l'on voit Barthes commencer à user de Saussure, de la distinction signifiant, signifier signe, pour bâtir une théorie. Mais cette théorie n'arrive pas à rendre compte véritablement de ce qui fait tout le prix des mythologies. Et lorsque Barthes systématisera son approche, en la rendant plus scientifique à travers les éléments de sémiologie et puis système de la mode, une partie de la magie se perdra. On sent qu'il y a dans les mythologies un bricolage théorique, une attention extrême aux détails, un plaisir de l'écriture qui fonde toutes ces choses. Mais il y a aussi, et Barthes le reconnaît quelque part, dans ce livre, la tentative d'une synthèse entre l'idéologie et la poésie. C'est un aveu étonnant, parce qu'évidemment, s'il y a bien deux choses qu'on ne met pas ensemble et qu'on estime inconciliables, c'est l'idéologie et la poésie. Et Barthes ajoute « J'entends par poésie la recherche du sens inaliénable des choses ». On pourrait dire poésie au sens de Francis Ponge et du parti pris des choses. Ce quelque chose d'opaque que la chose peut voir et qui va au-delà du sens que Barthes tend à exhiber. C'est ce reste, ce supplément d'âme, ces suppléments de plaisir qui finalement fondent le plaisir particulier des mythologies de Barthes et qu'on peut relier à la phénoménologie du premier Sartre, le Sartre des textes des années 30, et plus encore celle de Maurice Merleau-Ponty, que Barthes ne pouvait pas ignorer. Sauf qu'il y ajoute une dimension. On n'est pas, comme dans la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, dans une simple description, on est véritablement dans une description critique. Bien sûr, la publicité va très vite récupérer
l'intelligence de plusieurs des mythologies, le pouvoir, toutes sortes de forces de décision verront ce qu'on peut prendre pour en quelque sorte déniaiser la consommation, ce qu'on peut avoir comme supplément d'intelligence à bon compte en lisant les mythologies de Barthes, surtout les plus anciennes, et en n'appliquant pas cette méthode à ce qui peut se produire de plus puissant. Mais on verra, on pourra trouver dans certains textes de Bourdieu des prolongements de la démarche de Barthes, et peut-être plus encore de Baudrillard, le système des objets, la société de consommation, ou dans ce roman merveilleux de Georges Perec, Les choses. Georges Perec fut l'élève de Barthes, et certainement dans ce regard mi-critique, mi-fasciné, dans cette manière d'être pris lui-même dans la mythologie du temps, il y a quelque chose de décidément barthésien, mais cette fois à travers les outils du roman. Barthes lui-même, qui se déplace sans cesse, ne reviendra pas aux mythologies au-delà des années 50, mais en proposera une sorte de version heureuse, apaisée, dans un de ses plus beaux livres, qui est L'Empire des signes, en 1970, le livre sur le Japon, où il dira, et je termine sur ces quelques mots, « Les tableautins de l'Empire des signes sont des mythologies heureuses, peut-être outre certaines raisons personnelles, parce qu'au Japon, ma situation très artificielle de touriste, mais de touriste perdu, d'ethnographe en somme, m'a permis d'oublier la petite bourgeoisie nippone, la poussée qu'elle exerce très certainement sur les mœurs, l'art de vivre, le style des objets. La nausée mythologique m'a été épargnée. » Et donc ce sera un retournement positif de cet art de la description, et notamment de la cuisine japonaise dont je ne vous parlerai pas plus en détail. Je ne sais si vous mangerez belge, italien ou japonais, mais je vous souhaite un excellent appétit et j'espère vous retrouver dans 2 semaines pour Vertige de la littérature.